Au sein de l'univers, il y a des lois qui sont inviolables. Par exemple, sur Terre, le temps s'écoule à la même vitesse pour tout le monde. Jeunes, vieux, riches, pauvres, vivants comme morts, tout cela n'a aucune importance. Bien entendu, ça met une certaine pression sur l'être humain, qui est pleinement conscient de ce temps qui passe et de ce que ça représente pour lui. Mais cette peur est aussi une source de motivation. C'est un moteur de créativité extrêmement puissant. Que ce soit de manière totalement fictive, à travers des œuvres de littérature comme la SF, et dans les films par exemple, ou bien en termes de recherche et d'expérimentation qui, elles, sont bien concrètes, poussant les avancées médicales et technologiques. D'un autre côté, les avancées en matière d'intelligence artificielle peuvent créer une sorte de malaise. Il est vrai que l'homme a su créer des machines qui le surpassent à bien des niveaux, aussi bien physiques qu'intellectuels. Et nous ne connaissons pas vraiment les mécanismes de l'évolution. On a pu le vérifier encore récemment avec les xénobots. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une équipe américaine a créé en 2020 une sorte de petit robot vivant à partir de cellules d'embryons de grenouilles. Et ces charmantes petites choses ont commencé à se reproduire, avec une méthode unique, inconnue de la science, et qui n'existe chez aucun autre être vivant, plante ou animal. Aïe aïe aïe. Donc, vous comprendrez que la concurrence potentielle avec la machine puisse être une perspective angoissante. Comment nos petits cerveaux pourraient rivaliser avec ce que nous avons déjà créé. Mais cette crainte n'est pas si récente. Max Moore, en 1988, crée un magazine nommé Extropie, qui va poser les bases de tout un mouvement qui sera d'abord un peu confidentiel, mais qui va rapidement se développer dans le courant des années 90. D'ailleurs, ce mouvement a toujours cours de nos jours, et il séduit toujours plus l'élite intellectuelle et financière telle Elon Musk, Jeff Bezos, Sergey Brin ou Ray Kurzweil. Le transhumanisme motive l'investissement de milliards d'euros dans la recherche, de manière à permettre à l'homme de rester compétitif face à la machine, de vaincre la maladie et qui sait peut-être même un jour la mort. De manière à comprendre ce qui va suivre, il faut avoir quelques notions de base sur la manière dont fonctionne notre cerveau. La mécanique, grossièrement. Puisqu'en fin de compte, le cerveau, encore aujourd'hui, garde beaucoup de secrets. Pour faire simple, il est composé entre autres de neurones, qui transmettent des signaux électriques, dont les parcours correspondent à différentes fonctions. Ce signal est ensuite transmis à d'autres cellules dans le corps, comme d'autres neurones, des muscles, des nerfs ou bien encore des glandes. Les neurones sont les unités de base de travail de notre cerveau. Et pour simplifier, ils sont composés de 3 parties importantes. La dendrite, qui reçoit le signal électrique, le soma qui traite l'information et la transmet ensuite à l'axone, qui va conduire ce signal jusqu'à la sortie. La connexion entre les neurones est appelée synapse. Son rôle est de relâcher des messagers chimiques, appelés neurotransmetteurs, qui vont voyager jusqu'à la dendrite d'un autre neurone, formant ainsi un flot d'informations, et ainsi de suite avec les autres neurones. Et c'est précisément ce qui nous intéresse, les signaux électriques, d'un seul ou d'un groupe de neurones. L'idée, c'est que grâce à un apprentissage, on mette en relation ces signaux avec les actions qui en découlent, de manière à interpréter ce qui se passe via un algorithme. Et par la suite, pourquoi pas, d'inverser le processus. Porteur complètement décomplexé du mouvement transhumaniste, et ayant exprimé lui-même cette peur de la concurrence avec l'intelligence artificielle, Elon Musk a créé Neuralink en 2016. Il trouvera notamment l'inspiration pour son projet dans une suite de 10 romans de science-fiction intitulé Le cycle de la culture, écrit entre 1987 et 2012 par Ian Banks. Roman dans lequel le Neural Lace, un implant futuriste donnant des capacités exceptionnelles à son porteur, a une place centrale dans l'histoire, permettant de contrôler des machines ou de fusionner avec l'IA. Si vous avez vu le discours d'introduction d'Elon, son projet a des ambitions relativement similaires. Et on peut dire que son projet est vraiment très ambitieux. Le prix cible pour cet implant est de 3 à 4 000 euros, sachant qu'au départ, il sera sans doute beaucoup plus prohibitif. Le temps d'installation, si le mot est juste, est tout aussi ambitieux. La cible était moins d'1 heure, aujourd'hui il faudrait autour de 30 minutes pour le réaliser, avec une hospitalisation 2 jours, donc des conséquences a priori minimes. Néanmoins, une opération du cerveau, même si elle dure moins d'1 heure, c'est pas vraiment l'opération la plus bénigne du monde. Et de là à le comparer à un bracelet Fitbit, comme l'a fait l'iconique dirigeant, il y a quand même un monde
avec un gouffre qui n'est pas si facile à franchir. Bien entendu, tout cela, ce ne sont que des objectifs finaux, et on verra plus tard qu'ils ne s'arrêtent pas là. Au départ, bien entendu, la cible est un marché médical. On va voir un peu plus loin de quoi il retourne exactement. Mais du coup, l'approbation de la FDA est nécessaire pour procéder à tout développement ultérieur et avoir le droit à procéder à des essais médicaux sur des êtres humains. À cela, Elon Musk a répété de nombreuses fois que ces standards étaient bien plus hauts que ceux requis par l'autorité de régulation américaine. Du résultat de ces essais cliniques dépendra tout le succès de ce projet. Car le but ultime avoué est un marché de consommation de masse et l'humain augmenté. Si ça semble bien futuriste, ça pourrait être nécessaire pour rentabiliser un tel projet. Car Elon Musk voudrait mettre un implant dans la tête de tout le monde. Et il y croit tellement qu'il a mis une partie de son argent dans ce projet à hauteur de 100 millions de dollars. Pour mener à bien cette mission, la société Neuralink s'est vue attribuer une équipe de 90 employés qui ont créé le Link. Pour ce faire, ils se sont basés sur un dispositif existant développé dans les années 90 par l'université de l'Utah qu'ils ont amélioré. Le Link est un implant cérébral d'interface neuronale directe. À ce stade, il en est à la version 0.9 de son développement. Son câblage est composé d'électrodes implantées proches des connexions neuronales. Chacune d'elles a une dimension d'1/20 de l'épaisseur d'un cheveu. Elles sont actuellement au nombre de 1024 pour surveiller l'activité neuronale. Mais dans la configuration actuelle, on pourrait aller jusqu'à 3072 électrodes. De manière à réaliser l'opération dans de bonnes conditions et surtout dans les temps impartis, un robot chirurgien a été conçu. Sa principale mission est d'implanter les petites électrodes, qui ont un diamètre de 4 à 6 microns, à la place qui leur a été assignée au niveau du cortex cérébral, tout en évitant les vaisseaux sanguins. Pour le reste de l'opération, on rebouche le trou qui a été fait avec l'implant, qui a un diamètre de 23 mm et une épaisseur de 8 mm. Et on recolle le tout pour fermer. Le rôle de base de cet implant est de créer une interface entre le cerveau et la machine, qui va créer une carte de l'activité neuronale et sera capable de l'interpréter. Pour prouver le concept, des tests ont été réalisés sur des porcs et des primates. La cible de départ de ce produit est le traitement des accidents de la vie qui entraînent la perte d'un ou de plusieurs membres, ou bien encore de leur mobilité, comme la paraplégie. L'idée étant de recréer les chemins qui sont dysfonctionnels ou sectionnés pour qu'une personne puisse récupérer sa mobilité. Ce qui donne la possibilité de récupérer à distance et sans fil l'information au niveau du cerveau et de la retransmettre dans un ordinateur qui lui-même est capable de contrôler une prothèse musculaire par exemple, ou bien encore un appareil comme un téléphone ou un ordinateur. Mais on peut imaginer que dans l'avenir, on sera capable de créer un pontage au niveau de la section de la moelle épinière pour recréer le chemin nerveux d'origine et permettre de contrôler les membres de manière tout à fait normale. Et pourquoi pas même avec la plasticité cérébrale, être capable de déplacer des membres virtuels et transposer cet apprentissage sur des membres protesthétiques pour une personne qui est née avec un ou plusieurs membres manquants ou pas complètement développés. En y réfléchissant bien, les applications médicales sont quasi sans fin. Et si le développement se passe bien et que la recherche avance, on pourrait pourquoi pas être un jour capable de traiter les maladies neurodégénératives, telles que les patients atteints de la maladie de Parkinson ou encore Alzheimer. Et pourquoi pas traiter les troubles de la parole ou combattre les démences séniles. Et si on va encore plus loin, dans le futur, il serait possible de rendre la vision aux personnes ne l'ayant jamais eue ou l'ayant perdue, et avec de meilleures connaissances de notre cerveau, on peut imaginer vraiment beaucoup d'applications. Nous serions en mesure de soigner la plupart des maladies qui touchent notre cerveau, mais pas seulement. On pourrait aussi, de manière plus courante, soigner la dépression, calmer les angoisses, les troubles paniques, pourquoi pas les troubles du sommeil, et tellement d'autres pathologies qui, sans être nécessairement fatales, touchent un nombre toujours plus important de personnes. Et derrière ça, on peut imaginer que plein d'autres applications à visée non médicale peuvent voir le jour. Par exemple, une fois que la communication sera maîtrisée de manière bilatérale au niveau de l'implant, c'est-à-dire le captage ou la transmission et retransmission d'infos, une multitude de possibilités s'ouvrent à nous. Car à l'origine, cette technologie avait été développée par des militaires, dans le but de contrôler des drones par la pensée. Mais on peut aussi imaginer une multitude d'applications commerciales ou industrielles, avec par exemple le contrôle à distance de robots pour aller travailler dans des zones dangereuses, avec une précision encore jamais atteinte, comme il aurait pu être utile dans le cadre de la catastrophe de Tchernobyl,
ou bien encore pour du déminage, du sauvetage de personnes, des opérations de secours ou des interventions dans le cadre de prise d'otages. Ça pourrait changer beaucoup de choses au niveau des conditions de travail, avec une nouvelle interface homme-machine, de manière à rendre les conditions plus agréables ou plus intuitives. Évidemment, l'interface entre l'homme et l'ordinateur pourrait être considérablement refondue. Et enfin, pour des utilisations beaucoup plus futiles mais potentiellement beaucoup plus massives, on pourrait imaginer une nouvelle interface plus intuitive entre l'homme et le smartphone. Et pourquoi pas même de nouvelles méthodes de communication, avec la transmission de messages par la pensée ou le contrôle d'objets à distance. Et il ne faut pas oublier les métaverses, avec leur réalité virtuelle qui est en train de devenir plus que jamais une réalité tout court. Imaginez si dans le futur, en plus des mouvements, nous étions capables de contrôler de manière beaucoup plus précise les impulsions sensorielles, ou pourquoi pas les messages chimiques et émotionnels. Le futur de l'humanité pourrait devenir bien différent. Enfin, il sera possible d'envisager l'augmentation, qu'elle soit physique, intellectuelle ou émotionnelle ou encore sensorielle. Pourquoi ne pas envisager d'être capable de voir dans des plages d'ondes bien plus larges, avec une capacité de vision nocturne par exemple, ou d'utiliser l'intelligence artificielle en support des capacités cérébrales humaines, une manière de tacler la fameuse peur d'Elon Musk de l'intelligence artificielle. Bon, tout ça c'est bien beau, mais revenons un peu sur Terre. Et au final, où est-ce que nous en sommes vraiment aujourd'hui? Quelles sont les différences entre les promesses de départ et le niveau actuel? Fin août 2020, nous avons eu droit à une petite présentation pour démontrer le concept. Une puce avait été capable de lire les informations relatives au contrôle des mouvements des 4 pattes d'un cochon et déterminer de manière relativement précise, après apprentissage, où il se trouvait dans l'espace. Et nous avons pu le comparer avec la réalité. De la même manière, nous avons vu les impulsions liées aux informations sensorielles du groin d'une truie appelée Gertrude, qui avait son implant depuis 2 mois. Et enfin, nous rendre compte de la réversibilité de l'opération, avec un 3e cochon, à qui on avait retiré son implant, et qui semblait continuer sa vie normalement. Puis, en avril 2021, nous avons eu droit à une démonstration vraiment très impressionnante, avec un singe qui jouait à une manette. D'ailleurs, il était vraiment très fort. Par la suite, on a vu ce même singe contrôler sa manette, qui était ce coup-ci débranchée. Autrement dit, on lisait directement les informations de commande au niveau du cerveau. Et enfin, dans une 3e démonstration, nous avons vu ce singe contrôler les mouvements directement par la pensée. Pourquoi s'embêter à contrôler une manette? Elon Musk est un leader extrêmement charismatique. Il a pour lui une publicité qui est quasiment sans faille. Néanmoins, Neuralink est moins transparente que ses sœurs et ne fait aucune publication scientifique. Et les avancements sont moins exceptionnels que prévu à l'origine. Les premiers essais humains étaient prévus pour 2020, au maximum mi-juin 2021. Et le fait est que les autorisations ne sont toujours pas disponibles à l'heure actuelle. Et pour de bonnes raisons malheureusement. Suite à un doute qui plane sur les essais préliminaires, une plainte a été déposée par le PCRM avec l'appui du ministère de l'Agriculture contre l'Université de Californie et le campus de Davis pour maltraitance animale. Et il se peut même que des membres de l'équipe de Neuralink soient impliqués. Et si jamais ces accusations étaient fondées, ça serait un réel problème d'un point de vue éthique. De nos jours, la gestion de la souffrance animale est hautement régulée. Déjà que l'utilisation massive d'animaux de test, bien que potentiellement nécessaire, est discutable à bien des niveaux, et donc il faut le faire dans le respect du bien-être animal. Pour info, il y a 70 000 singes de test aux États-Unis seulement. Mais je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, car ce n'est pas le thème ici. L'être humain a déjà une très longue histoire d'exploitation des animaux pour des choses parfois totalement futiles, même si ce n'est pas le cas ici. Donc malheureusement, aux dernières nouvelles, les choses ne sont pas vraiment au beau fixe. Neuralink a reconnu que des singes sont morts dans le cadre des procédures de test, mais nie les allégations de cruauté envers les animaux. Et une des choses qui a particulièrement retenu mon attention, c'est qu'il y aurait eu des complications avec l'un des singes qui aurait perdu plusieurs morceaux de membres. Il se pourrait même que le produit liant utilisé pour fixer l'implant ait créé des lésions graves, voire fatales, rendant la réversibilité du processus beaucoup moins certaine qu'au départ. Ce qui devrait à mon avis dissuader beaucoup de personnes de tenter l'expérience. Mais à ce stade, rien n'est encore figé. Une investigation est en cours, mais ça soulève à mon avis pas mal de questions, et ça alimente le camp des détracteurs de la société. Car une des grosses innovations de Neuralink, c'est la communication sans fil. Mais c'est aussi une des choses qui est très préoccupante, car il y a des problèmes de sécurité de données, avec la problématique de captage de l'information par un tiers, ou alors l'utilisation de données personnelles par la société qui produit l'implant et le respect de la vie privée. L'implant fonctionne bien entendu sur batterie. Pour le recharger, on utilise l'induction, ça c'est vraiment génial. Mais il y a le problème de l'autonomie de la batterie et de sa diminution de capacité dans le temps. Si vous n'avez plus de batterie, toute communication cesse.
Suivant ce que vous êtes en train de faire, ça peut vraiment être problématique. Ensuite, il y a les problèmes de dysfonctionnement ou de fiabilité qui peuvent être très préoccupants. Je vais aller un peu loin, mais suivez mon raisonnement. Imaginez que vous êtes en train de conduire avec un bras prothétique et qu'un bug vous fait avoir un accident. Qui est responsable? Pourrait-on pirater le signal entre l'implant et le cerveau, le dévier et le modifier assez rapidement pour vous contrôler à distance? Autant ça ouvre des capacités d'aide à la conduite qui pourraient potentiellement éviter tous les accidents. Autant on pourrait très bien se servir de vous comme d'une arme. Il n'est pas si simple de porter un jugement impartial sur ce genre de technologie qui touche d'aussi près au corps et potentiellement à l'esprit. On peut aussi se poser la question s'il est vraiment possible d'avoir un appareillage connecté à long terme sur notre cerveau. Quelles seraient les conséquences si jamais le cortex cérébral était ne serait-ce que partiellement endommagé? Et si la dérive était très lente, est-ce qu'on pourrait la déceler à temps? Ensuite, il y a le problème des mises à jour et de l'obsolescence. Est-ce qu'il sera possible, sans risque, de retirer et réimplanter un nouvel implant? Combien de fois cette opération est réalisable d'affilée? Et ensuite, est-ce que le coût ne sera pas au final prohibitif pour les gens qui en ont le plus besoin? Vraiment, à ce stade, la liste des problèmes potentiels pourrait être aussi longue que celle des possibilités. Et comme dans toute nouvelle technologie, il pourrait y avoir des risques de dérive. Et peut-être ce qui fait planer le plus de doutes, c'est qu'Elon Musk est connu pour mettre une pression toujours plus importante sur ses équipes. Il est probable que ce qui est valable pour développer des véhicules révolutionnaires ne le soit pas pour arriver à développer ce genre de projet. D'ailleurs, dans la plainte, sous réserve que ça se vérifie, il est stipulé que pendant le protocole de test, il est arrivé que l'on fixe des clous sur la tête des singes de manière à ce qu'ils ne bougent pas pendant les procédures. J'imagine que c'était pour gagner du temps, ce qui tendrait à prouver que la pression était bien présente, mais ça n'est pas vraiment une grande preuve de professionnalisme. D'ailleurs, de l'équipe d'origine, il ne resterait que 2 personnes à ce stade. Ce qui pourrait en dire long sur le climat et les conditions de travail qui auraient pu mener aux dérives qui leur sont actuellement reprochées. Malgré les doutes qui planent et les retards importants, Neuralink continue sur sa lancée. Il cherche à embaucher un directeur d'essais cliniques qui, sous réserve de l'accord de la FDA, entamera les premières implantations sur les êtres humains en 2022. Bien entendu, je suivrai de très près le dénouement de cette situation et les futurs développements, en espérant tout de même que ces accusations n'étaient pas fondées, car ça pourrait anéantir toutes les aspirations commerciales et les futurs développements. Car en réalité, est-ce qu'il faut juger une technologie sur la manière dont elle a été développée ou la manière avec laquelle elle est utilisée, au regard de ce qu'elle pourrait apporter aux personnes qui en ont réellement besoin? Bien entendu, tout n'est pas perdu, il y a de nombreuses autres alternatives si jamais celle-ci venait à ne pas fonctionner comme prévu. Les prothèses bioniques, par exemple, sont en perpétuelle évolution et sont déjà très évoluées, contrôlables avec des connectiques cérébrales. Il existe même des prothèses sensitives. D'autres sociétés comme BlackRock, Neurotech ou Synchron travaillent sur des projets similaires. Si ce thème vous intéresse, je pourrais faire de futurs épisodes sur ces alternatives. Et enfin, des recherches sont aussi faites sur une interface non invasive, sans implantation cérébrale. L'une d'elles est développée par l'université de Cannes, qui pourrait produire une alternative commerciale bien préférable à la solution de Neuralink, si vous voulez mon avis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce type de technologie? Je pense que ça pourrait vraiment solutionner beaucoup de problèmes, et être le moteur de recherche et d'innovation qui pourrait révolutionner la médecine. Est-ce que pour autant, vous pourriez sauter le pas? Dites-le moi dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas aussi à me faire savoir si vous souhaitez que je développe un peu plus ce type de sujet dans le futur. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous avez apprécié ce que vous avez vu, je vous propose de vous abonner. Si jamais vous le souhaitez, rien ne peut m'aider plus que vous partagiez une de mes vidéos ou que vous parliez de cette chaîne autour de vous. Je reviens tous les 15 jours avec un nouveau sujet. Si vous avez une question à laquelle vous voudriez une réponse, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous ou bien envoyez-moi un mail ou encore joignez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.